Merci de choisir Gabon Première pour vous informer, mesdames, messieurs, les titres du journal. Lancement du baccalauréat session 2026 pour toutes séries confondues. Ce mardi, c'est la série B qui est entrée en scène après le coup d'envoi du ministre d'État à l'Éducation nationale. Plusieurs innovations encadrent cet examen, telles que la salle de surveillance ornée de caméras. Le gouvernement gabonais lance ses conférences budgétaires pour préparer la loi de finances 2027, un budget qui devrait être en phase avec le projet de société du chef de l'État. Les membres du gouvernement mettent l'accent sur les projets prioritaires. Et l'application Kimba Connect prend forme, lancée par le ministre de l'économie numérique. Cette application vise à mettre en relation les startups et les entreprises. Enfin, les voiries urbaines de Libreville s'embellissent. Les travaux initiés par le gouvernement vont bon train. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Actualité oblige, vous l'avez suivi sur nos antennes. La France ne décrochera pas son 3e titre de champion du monde face à l'Espagne. L'équipe de Kylian Mbappé s'incline 2-0 en match comptant pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Une défaite très remarquée en ce jour de commémoration de la fête nationale de la République française. Nous y reviendrons au cours de notre prochaine édition d'information avec l'équipe de service des sports de la rédaction de Gabon Première. Actualité institutionnelle à présent, l'Afrique centrale possède un potentiel hydrique immense. Près de 22 000 mètres cubes d'eau sont renouvelables par habitant et par an. Malheureusement, cette ressource n'est pas à la portée de tous. Pour cause, un réseau d'infrastructures inadéquat, une mauvaise gestion des effets climatiques modifiant la qualité et la disponibilité de cette ressource. Face à l'urgence qui sévit la sous-région, le sujet est abordé en N'Djamena au Tchad, où se tient le Forum africain de l'eau sous le thème de la vision à l'action, un événement auquel prendra part le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris son envol ce mardi après avoir passé le protocole d'usage. Communication présidentielle. Co-organisée par le gouvernement tchadien et la Banque mondiale, cette rencontre de haut niveau réunit plusieurs chefs d'État africains, des ministres, des partenaires techniques et financiers ainsi que les institutions internationales afin de réfléchir aux réponses concrètes à apporter à la crise de l'eau sur le continent. Au-delà des échanges, ce forum vise à accélérer les investissements, renforcer la coopération entre les États et promouvoir les solutions innovantes capables d'améliorer durablement l'accès des populations à une eau potable de qualité. L'enjeu est de faire de l'eau un véritable levier de développement, de santé publique et de sécurité alimentaire. En prenant part à ces assises, le président de la République réaffirme la volonté du Gabon de contribuer activement à cette réflexion continentale tout en consolidant les partenariats susceptibles d'accompagner les efforts engagés au niveau national. Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, garantir un accès durable à l'eau potable ne relève pas seulement d'une politique publique, c'est une exigence de justice sociale et un investissement pour améliorer les conditions de vie des populations. Et bien avant de prendre son envol pour N'Djamena, le président de la République a présidé une séance de travail qui réunissait le ministre des Mines, le directeur général de la CETRAG ainsi que le PDG de BGFI Bank. Le but était de faire le point sur l'avancement du projet de réhabilitation du chemin de fer, un projet qui se veut au cœur de la stratégie de transformation du pays. On retrouve la communication présidentielle. La CETRAG joue un rôle majeur dans l'économie nationale, davantage dans le contexte de la transformation économique portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette séance de travail élargie a été l'occasion de faire le point sur le projet de réhabilitation du chemin de fer. Le chef de l'État a souhaité que nous lui fassions un point, donc la CETRAG lui fasse un point sur les avancées, sur les points de blocage, de façon à ce que le chef de l'État prenne des décisions, des orientations pour que le programme se fasse, parce que cette ligne de chemin de fer est indispensable pour le développement économique de notre pays. 270 km de rails sont prévus pour le renouvellement
le remplacement des travers en bois par des travers en béton ainsi que des travaux de sécurisation de la voie ferrée. L'objectif étant de moderniser le Transgabonais, d'améliorer la sécurité et d'offrir aux usagers un transport ferroviaire fiable, performant et mieux adapté aux besoins du pays. Nous avons une usine de fabrication des traverses béton. Nous sommes à peu près à 700 000 traverses déjà produites à l'usine de Boué sur le total de 1 100 000 traverses à produire. Donc il reste à peu près 400 000 traverses à produire pour l'achèvement du programme de modernisation. Et donc on a tenu aussi à rassurer la plus haute autorité que les travaux avancent au rythme actuel. Donc sur le premier semestre aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1 mois d'avance par rapport à l'objectif. Prévue pour s'achever en 2028, cette modernisation constitue un investissement stratégique en renforçant la mobilité des populations, le transport des marchandises et la compétitivité de l'économie. Elle accompagnera les ambitions de transformation économique du Gabon voulues par le président de la République au bénéfice de l'ensemble des Gabonais. Parlant toujours de transformation du pays, ils ont tenu à effectuer le déplacement pour Libreville, s'enquérir des réalités de changement à travers la réalisation des projets structurants impulsés par le chef de l'État. Eux, ce sont les notables et les forces vives de Port-Gentil, donc dans le Goué-Maritime. Ils ont été reçus par le président de la République. D'après la communication présidentielle, cet échange était riche en symboles et en émotions. Bienvenue Miko, Gildas Louba Onderi, Igor Voza. 14 juillet 2026, une délégation de 500 personnes des forces vives de la province de Goué-Maritime effectue au palais présidentiel une visite d'immersion afin de s'enquérir de l'état d'avancement des grands projets portés par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc vous êtes ici sur la place du 30 août. Je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues ici. Et vous exprimer ma profonde gratitude par rapport à l'honneur que vous me faites de quitter notre belle province de Goué-Maritime et de venir jusqu'à Libreville ici pour voir ce qui a été réalisé. Tel que vous l'avez dit, l'œil qui a vu... Composé notamment de maires, de conseillers municipaux et départementaux de Port-Gentil, d'Omboué et Gamba, de membres du conseil communal des sages, de chefs de quartier, d'entrepreneurs, d'influenceurs et de leaders d'opinion, cette délégation est venue constater sur le terrain la réalité de la transformation engagée dans la capitale. C'est vrai, à Libreville, nous sommes allés un peu plus vite, c'est la capitale, il y a eu beaucoup de chantiers et que vous allez voir, la baie des Rois, la cité émeraude, la démocratie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la voie de contournement, le boulevard, les écoles, la santé, nous sommes en train de le faire. Et Port-Gentil aussi, nous referons la même chose. Je n'aime pas mentir, peut-être pas aussi grand comme ici, mais on fera quelque chose de mieux chez nous aussi à Port-Gentil. Des infrastructures administratives aux équipements publics, en passant par les projets urbains, les logements, les voiries et les aménagements structurants. Cette visite a permis de mesurer le niveau de concrétisation de la vision présidentielle. Je suis rassuré parce que à Port-Gentil, même avant de venir, j'ai eu quelques photos qu'on m'a envoyées. On m'a dit le centre culturel Port-Gentil est déjà en train d'avancer. J'ai échangé avec l'opérateur. J'ai dit, qu'en est-il de la cité pétrolière? Ils m'ont dit la cité pétrolière aussi va commencer bientôt. On a eu un retard de chantier, c'était à cause de notre compatriote, frère que je ne donne pas le nom, qui avait bloqué la carrière de sable. Et ce sont ces comportements que je n'aime pas. Aussi la voie de contournement qu'on va réaliser. J'ai demandé ici à ma directrice des cabinets privés de travailler avec les sociétés pétrolières pour voir la PID que nous allons mettre en place pour que ça puisse commencer. Parce qu'il nous faut commencer aussi l'hôpital de Port-Gentil. On n'a pas encore commencé l'hôpital à Port-Gentil. Gabon va réhabiliter. Donc cet hôpital qui vient, on le met vers la CFG, c'est ça? On retient vers la CFG, au premier arrondissement. Donc ça peut commencer. Le lycée CTRI, tel que je l'ai promis, le Plitané militaire, nous allons aussi commencer les travaux, c'était vers Tchengue, un peu plus loin, avec internat. Plus avancé à Libreville, ces chantiers traduisent une volonté politique affirmée de moderniser durablement le Gabon en dotant d'infrastructures performantes, attractives et adaptées aux ambitions de développement de la Ve République. Bien plus qu'une simple visite de découverte, cette immersion a constitué un véritable exercice de pédagogie de l'action publique. Elle a permis aux participants de constater que la transformation du pays est en marche selon une programmation progressive
méthodique et maîtrisée. Alors, cette visite CV citoyenne, c'est une visite que nous allons effectuer dans l'optique de se rendre compte des visus par rapport aux réalisations du chef de l'État. Comme vous le savez, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font, mais nous qui sommes à l'intérieur du pays, parfois on a des images. Les images sont souvent embellies. Aujourd'hui, on veut toucher du doigt, comme l'a dit lui-même Monsieur le Président, l'œil qui a vu ne ment pas. L'œil qui a vu ne ment pas. Certes, c'est vrai, mais j'allais dire, l'oreille qui a entendu reçoit. Parce que nous avons l'obligation, rendue à Port-Gentil, de transmettre avec fidélité, n'est-ce pas, aux concitoyens ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Et c'est aussi un moment plein de symboles, parce qu'il nous a reçus sur la place du 30 août, pour nous dire que nous passons dans une nouvelle République. C'est un nouveau démarrage et c'est la raison pour laquelle il nous demande de pouvoir nous arrimer aux contraintes du moment afin de pouvoir développer la commune de Port-Gentil, de l'Ogooué maritime en général, et c'est un moment plein d'espoir. De quoi conforter leur confiance dans la vision du chef de l'État et nourrir l'espoir de voir ces réalisations se déployer à leur tour dans l'Ogooué maritime et sur l'ensemble du territoire. Et derrière cette rencontre fructueuse avec le chef de l'État, la délégation a effectué une tournée dans plusieurs infrastructures emblématiques de Libreville. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des grands chantiers engagés par le président de la République dans le cadre de la transformation du pays. Pélagie Buono. Après la présidence de la République, la première étape de cette visite a conduit la délégation à la baie des Rois. Érigé sur le front de mer de la capitale, ce vaste complexe urbain illustre les ambitions de modernisation de Libreville. Espaces résidentiels, commerces, hôtels et zones de loisirs y sont développés pour faire de ce site une vitrine du nouveau visage de la capitale. Il faut dire que nous avons vu quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a une réelle volonté du chef de l'État de doter le pays de grandes infrastructures solides, majestueuses. Ses fils et filles de la province de l'Ogooué maritime ont ensuite découvert la cité Émeraude, un programme immobilier conçu pour offrir aux Gabonais des logements modernes, accessibles et adaptés aux exigences d'une urbanisation durable, une réalisation qui témoigne de la volonté du président de la République d'améliorer le cadre de vie des Gabonais. On a découvert vraiment des grandes œuvres. On ne s'y attendait pas. En si peu de temps, ce qui a été fait, c'est formidable. La visite s'est poursuivie au Palais des Congrès, au cœur de la Cité de la démocratie, entièrement réhabilitée. Ce joyau architectural est désormais appelé à accueillir des conférences, sommets, événements d'envergure nationale et internationale, renforçant ainsi le rayonnement du Gabon. Nous partons à Port-Gentil avec beaucoup de plaisir et d'émotion, car nous sommes satisfaits de ce déplacement. Au terme de cette tournée, ces touristes de l'Ogooué maritime se sont dit impressionnés par l'ampleur des réalisations observées. Ils ont salué la vision de développement portée à travers ces infrastructures. Et les notables de l'Ogooué maritime qui ont également été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Michel Régis Onangandiaye, accompagné d'autres personnalités. Occasion pour eux de visiter d'autres grands chantiers. Président Kamabekale. Cette délégation des ressortissants de l'Ogooué maritime, venus en séjour à Libreville pour quelques heures, dans le cadre de la visite des travaux des chantiers du président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Michel Régis Onangandiaye, au port Molle, par ailleurs patron politique de la province de l'Ogooué maritime, accompagné des membres du gouvernement et autres personnalités. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État, car il y a encore 3 semaines, j'étais président du conseil d'administration du fonds d'investissement stratégique qui a participé à la réalisation de ces bels édifices. Du front de mer jusqu'à la cité de la démocratie, en passant par la baie des Rois et la cité Émeraude, les originaires de l'Ogooué maritime ont pu toucher du doigt les réalisations du chef de l'État. Un sentiment de fierté, donc un sentiment de souveraineté. Nous avons pu, le président a pu bâtir une infrastructure qui aujourd'hui est digne d'envie. Ensuite, il y a
la volonté de préserver la nature. C'est le seul palais de conférence qui est massif forestier intact, parce que cette forêt a plus de 40 ans. Donc nous avons à la fois le sentiment de souveraineté d'un pays grand, d'un pays qui se veut grand, d'un pays qui a évolué, et ensuite un pays qui veut conserver l'environnement. Avant le début des visites de ces chantiers, ces hommes et femmes de l'Ogooué maritime ont été reçus par le président de la République pour les salutations d'usage. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaono, a reçu en audience ce matin le vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Au cœur de cette rencontre tenue dans la salle Omar Bongo Ondimba de la haute juridiction, la remise du rapport provisoire du recensement général de la population et des logements. Des précisions avec Doris Kozonkolo. Le recensement général de la population et du logement franchit une étape décisive. Le processus entre dans sa phase institutionnelle finale. Après les actes préparatoires et l'organisation des opérations déjà soumis à la Cour constitutionnelle, le vice-président du gouvernement Herman Imongo remet au président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abaono le rapport provisoire du recensement en présence des juges constitutionnels. Une transmission conforme à la loi, préalable et indispensable à l'homologation des résultats. Sur la base de ces informations, nous allons au niveau du gouvernement mieux organiser nos politiques publiques, aussi bien dans la phase de la préparation que dans son exécution et le suivi. Et lorsque nous parlons de politique publique, nous parlons surtout et en priorité de politiques d'ordre social. Vous savez que nous avons un fichier des Gabonais économiquement faible à ce jour. Il nous faut aller vers quelque chose qui soit plus actualisé, plus en prise avec la réalité, pour mieux cibler l'action du gouvernement. Au-delà de son caractère statistique, ce rapport constitue un véritable outil d'aide à la décision. Lorsque nous parlons de politique publique, nous parlons aussi de celles qui ont un lien avec l'organisation des élections, le système électoral. Nous avons le grand projet, la réforme de redécoupage électoral. Et vous savez que ça, on ne pouvait pas le faire sans avoir les données actualisées de la population, sur le temps plus que ces données datent de 2013. Conformément aux dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les résultats provisoires du recensement général de la population et du logement sont transmis par l'exécutif à la Cour constitutionnelle, seule compétente pour les homologuer. Avant cette homologation, la Cour constitutionnelle devra vérifier in situ auprès des autorités locales et des populations l'effectivité du travail accompli par les agents recenseurs. Pour cela, la haute juridiction aura à déployer sur l'ensemble du territoire ses délégués formés à cet effet. À l'issue de cette procédure de contrôle, la Cour constitutionnelle pourra soit homologuer les chiffres arrêtés par le gouvernement, soit les rectifier, soit ordonner la reprise des opérations de recensement dans les localités où les irrégularités graves constatées par elle appellent l'annulation des résultats. Une étape essentielle pour garantir la crédibilité de cette opération d'intérêt national. On en vient aux conférences budgétaires pour l'élaboration du projet de loi de finances 2027 qui sont officiellement lancées depuis ce mardi. Réunis autour du coordonnateur de l'action gouvernementale, les membres du gouvernement examinent les grandes orientations qui devront guider la préparation du prochain budget de l'État. Il est question pour eux de traduire les engagements du président de la République en actions concrètes, renforcer la mobilisation des ressources publiques et garantir une gestion rigoureuse des finances de l'État. Raymond Savou, Peter Manfumbi, Francis Ifunda, Alain Serge Aîné. À l'ouverture des travaux, le vice-président du gouvernement Herman Imongo a rappelé que le budget de l'État constitue le principal instrument de traduction des politiques publiques et de transformation économique du pays. Les conférences budgétaires se dérouleront en deux phases. Une phase ministérielle co-présidée par les ministres chargés de l'économie et de la planification du 14 au 17 juillet 2026 et une phase technique organisée au sein des départements ministériels du 20 au 24 juillet 2026. Et dans la continuité des orientations fixées par le président de la République en matière de transformation économique, de modernisation de l'action publique, de restauration des équilibres macroéconomiques et de maintien des filets sociaux. Elles devront également permettre de traduire dans la programmation budgétaire 2027-2029 les orientations et engagements fixés par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son premier discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès
le 15 juin 2026. Durant ces assises, chaque département ministériel est appelé à intégrer dans ses propositions budgétaires les mesures issues du discours sur l'état de la nation en privilégiant la performance, la cohérence des politiques publiques et une gestion rigoureuse des finances de l'État. Chaque département ministériel devra identifier les orientations et engagements du discours sur l'état de la nation relevant de son champ de compétences et en assurer la traduction dans ses propositions budgétaires, ses cadres de dépenses à moyen terme et ses projets annuels de performance. Pour chaque mesure, le dossier devra préciser la mission, le programme et l'action budgétaire concernés, le ministère chef de file et le cas échéant les contributeurs, les résultats attendus et les indicateurs de performance associés, le coût total, le besoin de crédit pour 2027 et le calendrier de mise en œuvre, les financements acquis ou envisagés et les charges récurrentes induites, le niveau de maturité, les préalables et le responsable de la mise en œuvre. Le gouvernement met également l'accent sur une meilleure mobilisation des recettes publiques, la maîtrise des dépenses et la sélection des projets d'investissement suffisamment matures afin de garantir l'efficacité de l'action publique. Les travaux porteront notamment sur la revue de l'exécution 2026 et les RAP 2025, le recensement des recettes, l'identification des dépenses obligataires et des encours, la maturité des investissements, la cohérence des documents de programmation, ainsi que les économies structurelles susceptibles d'être dégagées. Les conférences budgétaires se poursuivront en 2 phases ministérielles puis techniques avant l'ajustement des propositions à la lettre de cadrage du président de la République. Objectif, doter le Gabon d'un budget 2027 capable de soutenir la transformation économique, le développement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie des populations. Et parlant des conférences budgétaires qui préparent la loi de finances 2027, le ministre de l'économie et des finances était en conclave avec ses collègues. Objectif, dresser le plan prioritaire des projets structurants qui cadrent avec le projet de société du chef de l'État et qui devront désormais être en phase avec la loi de finances et les objectifs de développement du pays. Cette conférence budgétaire qui s'est ouverte aujourd'hui est une étape déterminante dans l'élaboration du projet de loi de finances 2027. Elle a permis aux membres du gouvernement d'accorder leur violon sur les priorités en phase avec la politique sociale du chef de l'État. Les priorités stratégiques devront guider la préparation du projet de loi de finances. Il y a naturellement les 6 piliers du projet social du chef de l'État. Donc le pilier numéro 1, l'électricité, l'eau et les réformes du secteur. Le 2, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Le 3, c'est le logement, l'infrastructure de transport et numérique. Le 4, le capital humain et justice sociale. Le 5, économie et développement durable. Et le 6, gouvernance et institutions. Le ministre de l'économie et du budget qui a présidé la rencontre a fait une présentation des piliers du projet de société du président de la République. C'est d'ailleurs ce sur quoi la loi de finances 2027 va s'articuler pour être en phase avec la réalité et les ambitions de développement. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir recueillir les principales priorités que vous avez dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi de finances, de ce budget. On va avoir des discussions techniques et ces discussions techniques vont concerner donc vos techniciens respectifs avec ceux de la planification et du ministère de l'économie. Ce qu'on attend de vous, là, c'est vos principales priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui devrait être pris en compte? Qu'est-ce qui ne devrait pas être mis de côté? C'est essentiellement ça qu'on attend de vous. À cette réunion prenaient part le ministre d'État, ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, celui du pétrole, de l'énergie, de la planification représenté par le ministre de la fonction publique, le ministre de la communication, celui de l'urbanisme et du tourisme. L'objectif étant de produire une loi de finances réaliste répondant aux attentes des populations notamment. Retenons que nous sommes là face à la phase ministérielle qui se tiendra jusqu'au 17 juillet prochain. Toute autre chose à présent, favoriser l'innovation locale, accélérer la transformation numérique des entreprises gabonaises. C'est l'objectif de Kimba Connect, une plateforme qui accompagne des opérateurs économiques. Lancée ce matin par le ministre de l'économie numérique, cette initiative vise à mettre en relation les entreprises et les startups qui souhaitent développer des solutions innovantes adaptées aux réalités du pays. Je reste de nom, Uric Boutoubié, Gaïs Beloveno. Kimba Connect, une nouvelle plateforme qui offre aux startups gabonaises l'opportunité de présenter leurs solutions innovantes pour répondre aux défis des entreprises. Qui va permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus dynamiques, plus rapides, plus efficaces. Et c'est ce que nous souhaitons pour
les nouvelles entreprises dans notre pays. Les responsables des startups saluent une initiative qu'ils jugent porteuse d'opportunités. C'est pour nous une grande opportunité d'être au contact de ces grandes structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Et là, ce matin, on a assisté à des signatures entre le ministère de l'économie numérique, la société garantie et la grande entreprise Huawei. Donc c'est un signe très fort qui marque là un grand élan du chef d'État qui veut lancer les jeunes entrepreneurs dans le monde de l'utilisation. Une présentation qui s'est faite en présence du ministre en charge de l'innovation. La loi sur la digitalisation. Et cette loi-là, c'est l'obligation pour toutes les administrations publiques de se digitaliser. Donc c'est vraiment montrer l'intérêt et la volonté politique. La préférence nationale dans la passation des marchés publics en matière de digitalisation. Vraiment, ça, il n'y a pas un signal plus fort qu'un gouvernement puisse faire auprès de son écosystème pour essayer, malgré ses contraintes, malgré ses réflexes, de penser aux startups locales au moment de passer la commande. À l'issue de cette cérémonie, les candidatures sont officiellement ouvertes. Une phase de présélection est prévue le 24 juillet 2026 avant la finale prévue le 4 août prochain, au terme de laquelle les startups retenues seront désignées. Pendant ce temps, le ministère du Commerce, via son espace PME, a initié un atelier axé sur le média web, une initiative qui vise à promouvoir les talents, valoriser les initiatives locales et donner une plus grande visibilité aux entrepreneurs gabonais. Animée et produite par de jeunes Gabonais, cette plateforme dédiée au Made in Gabon enregistre des débuts encourageants d'après nos reporters. Si l'intérêt du public connaît une croissance progressive, les promoteurs, quant à eux, estiment que la diffusion et le partage des contenus doivent encore gagner en notoriété. Il est né il y a quelques semaines et n'attend que l'engouement des principaux concernés. L'atelier du Gabon, média web impulsé par le ministère du Commerce, des PME, PMI et de l'entrepreneuriat des jeunes, entame ses premiers pas. Animé et produit par des jeunes Gabonais afin de faire la promotion de l'entrepreneuriat Made in Gabon. Déjà quelque chose de particulier d'avoir un espace dédié pour les entrepreneurs et c'est la raison pour laquelle j'apprécie énormément cette initiative qui, de mon point de vue, viendra vulgariser les informations en rapport avec l'entrepreneuriat, le tissu et surtout le cadre dans lequel les entrepreneurs évoluent pour faciliter les interventions de toutes les parties prenantes. Selon de nombreux observateurs, la mayonnaise commence à prendre, mais le partage de l'information reste un tant soit peu timide. Nous avions mis en place depuis bientôt un mois l'atelier du Gabon, qui est le savoir-faire, la valorisation du savoir-faire national et gabonais. Donc aujourd'hui, il y a une émission où nous mettons en valeur une entrepreneure gabonaise et il mettait... Je trouvais intéressant que je sois là pour voir comment se passe la production. Et aussi de rappeler en fait ma présence et de rappeler aux Gabonais. Ils ont un espace pour pouvoir valoriser ce qu'ils font. J'ai tendance à le dire, je le dis assez souvent, les jeunes Gabonais sont talentueux. Il leur manquait un espace d'expression. Cet espace est le leur. Nous les invitons à venir nombreux en disant qu'aujourd'hui il y a une production qui est mise en place. L'espace est ouvert, disponible à un tarif moindre qui est 15 000 francs CFA afin qu'ils puissent faire la promotion du savoir-faire local. Le membre du gouvernement et son équipe rappellent que les inscriptions s'effectuent sur les différentes plateformes et lieux dédiés. La balle est désormais dans le camp des principaux concernés. Après le baccalauréat technique et professionnel, la semaine dernière, le tour revient au bac général de prendre place dans les centres d'examen pour les épreuves écrites. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le ministre d'État à l'Éducation nationale. Fait marquant pour cette première journée, la mise en place d'une salle de surveillance dotée de caméras. Le but étant de renforcer le dispositif sécuritaire et détecter les petits malins. À cela s'ajoute la forte présence de candidats vivant avec un handicap. Nathalie Oké, Gérard Mindou. Avant d'accéder en salle de composition, les agents de force de sécurité ont d'abord procédé à une fouille systématique des candidats. Un dispositif sécuritaire renforcé par une salle d'informatique dotée de caméras de surveillance. Un système de vidéo de surveillance pour essayer de juguler le problème des fraudes dans les salles de classe et de la sécurité en milieu scolaire. Nous avons installé
des équipements dans les salles de façon à pouvoir avoir une visibilité. Donnant le coup d'envoi à l'épreuve d'économie pour la série B, la ministre d'État en a profité pour encourager les candidats vivant avec un handicap. Tu vas donner le meilleur de toi. Tu m'avais fait cette promesse. Là, maintenant, c'est le dernier virage. Hein? Voilà. Le Gabon s'est engagé pour l'éducation inclusive, saine, sûre et de qualité. Et depuis le début de ces examens-là, nous mettons un accent particulier sur les enfants à besoins éducatifs particuliers depuis le CEP, le BPC et maintenant le baccalauréat. Et je veux vous inviter à découvrir un candidat très extraordinaire tout à l'heure. Nous avons déjà rencontré ce type d'handicap au niveau du CEP, mais nous sommes heureux d'en voir au niveau du baccalauréat. Après l'épreuve d'économie, le reste de candidats des séries A2, A1, S, C et D plancheront dès demain à leur tour sur les matières de base telles que la philosophie, les mathématiques, la SVT et le français. Parlons des travaux publics à titre symbolique. 43 engins sur 150 ont été remis ce matin au ministère des TP et de la Construction par la société Shiba Holding. Réceptionné par la tutelle, ce matériel devrait servir à la réhabilitation de 4 projets. Modernisation et aménagement de routes en béton bitumineux à l'intérieur du pays. Betty Ondjemel, Lubestan Lenyongo, chez Imanea. Les axes Bifoun, Lambaréné, les Bomba Yeno, Yeno Makoku et Makoku Okonja vont bientôt faire peau neuve. La réception de ces 43 engins à titre symbolique sur les 150 acquisitions dont 107 sont déjà déployés à l'intérieur du pays et ceux en cours d'expédition pour un total d'environ 400 matériels va permettre à la société Shiba Holding de démarrer et mener ses projets à terme. La dernière fois que j'ai eu la chance de rencontrer le chef de l'État, nous l'avons promis que nous serons à ses côtés pour accompagner ce grand projet qui est là pour le Gabon, et nous sommes là aujourd'hui, c'est une réalité. Shiba Holding est une société ivoirienne qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Elle souhaite aujourd'hui mettre son savoir-faire au service du Gabon, ainsi participer au développement de ses infrastructures au nom de la coopération ivoiro-gabonaise. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a présenté à son peuple lors des récentes élections un programme ambitieux. Dans ce programme figure en bonne place la construction donc des routes. La société Shiba fait partie de ces entreprises ivoiriennes qui ont cru en ce projet, qui très tôt sont venus donc accompagner ce forum. La réception de ces différents engins matérialise l'ambition des travaux publics d'améliorer le réseau routier national tout en le modernisant. Le développement que nous souhaitons ne peut passer que par le développement de la route. Et nous avons de la chance de ce que le président de la République naturellement fixe le cap, et nous ne pouvons pas faire autre chose que d'être sur le terrain pour matérialiser au quotidien cette vision. Dans les tout prochains jours, je vais sillonner le Gabon pour constater les évolutions des chantiers. Ces équipements sont composés des chargeuses, des niveleuses, des compacteurs, des camions bennes, des pelles hydrauliques et de bulldozers. Tous ces chantiers vont générer 3000 emplois directs et 7000 indirects selon l'entreprise. Puisque nous sommes dans les travaux publics et la construction, allons-y justement suivre les travaux de réhabilitation de l'axe routier Petit Paris à Québec 1. Nous sommes bien à Libreville. D'après nos reporters, les travaux engagés vont bon train. Rita Bogondong, Célia Matombar, Stanley Gemanika. Le bruit des machines remplace désormais celui des ralentissements interminables. Petit Paris et Akebe 1, longtemps marqués par les nids de poules et les difficultés de circulation, ces routes connaissent aujourd'hui une nouvelle phase de leur histoire. Les travaux engagés visent à restaurer la chaussée, faciliter les déplacements et renforcer la sécurité des usagers. Pour nous, c'est un grand soulagement. Les amortisseurs de nos véhicules s'en sentiront mieux. On est pratiquement à la fin et je crois que dans 2 ou 3 jours, ici ça sera libéré. Ces interventions s'inscrivent dans le vaste programme de modernisation des infrastructures routières engagé par les plus hautes autorités. Une démarche qui répond à un enjeu majeur, améliorer durablement la circulation dans la capitale, fluidifier les échanges entre quartiers et accompagner le développement économique de Libreville.
Souvent, comme on a bien arrangé, on peut même mettre des colis de 3 ou 4 personnes. Comme déjà la route est bien, on peut circuler partout. Là, je vois le travail partout maintenant. Si c'est propre, il y a des travail. Non, ça c'est bien. Nous tous, on sera contents, quoi. Pour les riverains, comme pour les transporteurs et les commerçants, ces aménagements représentent un véritable levier de développement. Une route réhabilitée facilite l'accès aux écoles, aux centres de santé, aux marchés et contribue à améliorer le quotidien des populations. Derrière l'axe Petit Paris à Québec, celui de Nkembo-Lapéry aussi avance à un rythme impressionnant. Depuis ce matin, déjà, les populations environnantes se réjouissent de la qualité de l'ouvrage. Evram Banipitaki. Comme toutes les matinées, les équipes du Consortium international des travaux publics sont à pied d'œuvre pour livrer le chantier dans les délais. On est en train de réhabiliter tous les voiries comme les autorités ont demandé. Actuellement, on peut dire qu'on a presque, on tourne autour de 75% aux 80% parce qu'il n'y a pas grand-chose. On est dans la phase de finition. La réhabilitation des voiries urbaines du 2e arrondissement de Libreville, notamment sur l'axe Rio-Péry, avance avec un rythme impressionnant, à la grande satisfaction de tous. L'endroit où nous nous trouvons là, c'est un endroit stratégique parce que c'est là où était pour nous la mairie du 2e arrondissement. Ça nous fait plaisir que cette ruelle-là est aujourd'hui aménagée. Je suis très content du président Oligui parce qu'il travaille bien. J'espère que ça serait dans toutes les petites ruelles de Libreville. Le scénario est quasiment identique sur l'axe Péry-Rond-Point-Kembo-Sotega, au grand bonheur des usagers. Là, la route s'est agrandie vraiment. On bénit le Seigneur. On prie le Seigneur que vraiment que le président Oligui puisse encore faire plus d'avantages. Supposons au niveau de la station là. Vous voyez comment ça circule bien, non? Avant d'aller au travail, tu dois rester ici, les embouteillages au niveau de la station. Mais ici là c'est bon. On remercie Monsieur le Président de la République. L'aménagement des voiries urbaines des communes permettrait non seulement une meilleure fluidité de la circulation en toute saison, mais aussi pour l'embellissement de celle-ci où il fait bon d'y vivre dans un environnement sain et harmonieux. Un communiqué dans ce journal, celui du ministère des Mines, lu par le Conseil en communication relatif à une session obligatoire d'examen et d'évaluation de dossiers administratifs des opérateurs économiques évoluant dans le secteur minier et aurifère. Écoutons ici Marinette Ngonga. Communiqué officiel. Le ministère en charge des mines informe l'ensemble des sociétés minières titulaires de titres miniers dans le secteur aurifère, en phase de recherche et en phase d'exploitation, notamment la petite mine, qu'il se tiendra une session obligatoire d'examen et d'évaluation approfondie de leurs dossiers administratifs, techniques et financiers à compter du jeudi 16 juillet 2026. Cette opération vise à vérifier la conformité des titres, à régulariser les situations juridiques et fiscales afin d'envisager le redéploiement effectif des sociétés sur l'ensemble du territoire. Toutes ces séances se tiendront à l'immeuble du 2 décembre, porte 3417, au 4e étage du bâtiment, de 8h30 à 16h. À cet effet, chaque opérateur doit se présenter muni d'un dossier physique complet en 3 exemplaires, comprenant notamment 1. Volet juridique, acte constitutif, registre du commerce RCCM, convention minière, permis de recherche ou d'exploitation en cours de validité ou récépissé de demande de renouvellement. 2. Volet technique, rapport annuel d'activité, programme des travaux et de dépenses actualisées, état d'avancement des géodonnées pour la recherche et plan d'exploitation pour les mines. Troisièmement, volet environnemental et financier, certificat de conformité environnementale,
quittance de paiement à jour des droits fixes, redevances minières et redevances domaniales. La présence du responsable de la société est vivement requise. À défaut, le mandataire doit obligatoirement présenter une procuration notariée dûment signée. L'absence non justifiée. À cette convocation, où le dépôt d'un dossier non conforme entraînera la suspension du titre minier et l'interdiction d'accès au périmètre d'exploration ou d'exploitation. Fait à Libreville le 14 juillet 2026, Sostène Nguema, le ministre des Mines et des Ressources géologiques. Je vous remercie. Parlons à présent de cet honneur fait aux soldats gabonais tombés au front lors de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement gabonais a inauguré hier le mur du souvenir matérialisé par une stèle en hommage à ces héros tombés au combat, un monument qui vient renforcer le devoir de mémoire entre le Gabon et la France. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Défense, de l'ambassadeur de France au Gabon ainsi que le maire de Libreville et de plusieurs autres personnalités. Le point avec Arnaud Babokoum, Juste Njana, Francis Bonjar. La stèle se dresse majestueusement sur la façade maritime, en plein cœur de la capitale gabonaise. Elle perpétue la mémoire des violents combats de novembre 1940 qui opposèrent deux camps de l'armée française avec l'engagement de plusieurs soldats gabonais. La bataille de Libreville n'en est pas pour autant un épiphénomène ou un détail périphérique de l'histoire. Bien au contraire. Certes, elle n'a pas le même retentissement planétaire que le débarquement de Normandie de 1944, mais la bataille de Libreville a vécu et existé. Un lieu de recueillement où se mêlent devoir de mémoire, sacrifice humain et sens du devoir militaire. Près d'une centaine de soldats français y ont perdu la vie alors que les antagonismes de la Seconde Guerre mondiale s'étaient transportés jusqu'au Gabon. Sur ce pont, où ils furent terribles, au prix d'une cinquantaine d'hommes tombés au combat, le 10 novembre, Libreville est enlevée et le ralliement du Gabon aux Alliés est scellé. En novembre 1940, le pont de Guégué fut le théâtre d'un épisode marquant de l'histoire du Gabon, un événement que les générations présentes et futures sont appelées à connaître et à transmettre. C'est ici, enfin, que nous choisissons aujourd'hui de faire triompher non pas le souvenir de la guerre, mais celui de la mémoire, de la dignité et de la paix des peuples. À travers ce mur du souvenir, le Gabon et la France réaffirment devant le monde leur volonté commune de faire triompher les valeurs de paix, de réconciliation et d'entente au-delà des divergences héritées de l'histoire. Un autre communiqué dans ce journal, celui-ci nous émane du ministère de la Défense nationale. Il dit ceci. Dans le cadre des festivités du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, un exercice de défilé militaire pédestre et motorisé grandeur nature aura lieu le samedi 18 juillet 2026 au boulevard du bord de mer. À cet effet, la circulation sera interrompue de 4h à 12h sur l'axe lycée Paul Indjenje Ngonju, feu tricolore des affaires étrangères, tribune officielle, immeuble, rénovation. La circulation sera rétablie à l'issue de cet exercice. Signé le général de corps d'armée Dieudonné Pongui, gouverneur militaire de la place de Libreville, fait à Libreville le 13 juillet 2026. Libreville abrite depuis ce 14 juillet un atelier de formation à l'intention de la chaîne pénale. Magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, forces de sécurité et personnel pénitentiaire, ils plongent pendant 2 jours sur la validation du registre harmonisé et normalisé de détection au Gabon. Cet atelier technique s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions des personnes privées de liberté au Gabon. Pendant 2 jours, magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, forces de sécurité et personnel pénitentiaire valident un instrument stratégique, le registre harmonisé et normalisé de détention. Le respect des droits des personnes privées de liberté constitue l'un des fondements de tout état de droit.
Il ne se mesure pas uniquement à la qualité des textes juridiques, mais également à la manière dont ils sont appliqués au quotidien dans les lieux de privation de liberté. Cet outil technique vient corriger les erreurs du passé constatées dans certaines procédures judiciaires. Notre système fait face à un défi immense, caractérisé par une surpopulation carcérale préoccupante et une détention préventive abusive, trop souvent prolongée au-delà des limites légales. Cette situation va à l'encontre des engagements internationaux souscrits par notre pays, notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le premier grand axe de ces travaux est consacré à la validation du registre harmonisé des lieux de privation de liberté élaboré par certains d'entre vous. Cet outil technique constitue une réponse directe aux recommandations des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. À l'issue de ces 2 jours de travaux, le Gabon devrait se doter d'un registre unique pour une meilleure traçabilité des personnes détenues. Rien à voir avec ce qui précède, toute autre chose en santé. Le ministre, le professeur Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou a effectué une visite à la santé pharmaceutique, structure gabonaise de fabrication de médicaments située dans la zone économique spéciale d'Ongkok. Objectif, s'enquérir de l'état de l'entreprise qui est à l'arrêt face à une demande croissante en médicaments pour les populations gabonaises. Les détails avec André Revaza, Pierre Claver est là, Aristide Beaumont. Site de production, de vérification et de stockage, le ministre a pu toucher du doigt le potentiel de fabrication de médicaments à la santé pharmaceutique. Dans le cadre de la politique d'amélioration de l'accès aux médicaments pour la population gabonaise prônée par le chef de l'État, il était important pour nous de venir voir cette usine et voir ses capacités de production. Important donc de voir déjà ce qui se fait, ce que nous pouvons augmenter en termes de production, avoir même une évolution vers des médicaments injectables. Une capacité de production qui pourrait s'étendre à la pharmacopée gabonaise. Et il est important également de voir si cette usine est capable de coller à la politique d'amélioration de la médecine traditionnelle et même d'envisager donc la production de médicaments qui sont faits à base de nos plantes locales. Le fabricant pharmaceutique sort satisfait de ces échanges. La chose actuellement, ça bouge, on va améliorer. On a ouvert notre action pour l'État. On a ouvert notre action pour la pharmacie aussi, qui peut protéger cette structure parce que c'est la Gabonais qui doit gagner avec ça. Parce que si on fabrique localement, on peut vérifier la qualité sur place. Avec la capacité que nous avons, on peut couvrir la sous-région aussi. Avec une capacité de production de plus d'1 million de comprimés et environ 150 000 bouteilles de sirop par jour, l'entreprise pourrait garantir l'indépendance du Gabon vis-à-vis de plusieurs fournisseurs extérieurs. Et le Centre national de transfusion sanguine, en collaboration avec l'aéroport international Léon-Bas de Libreville, organise 2 jours durant une campagne de collecte de sang. Les employés se mobilisent autour de ce geste de don de sang, une opération solidaire qui traduit l'engagement citoyen de l'entreprise et contribue au renforcement des réserves sanguines nationales. Ingrid Bijoumombo, Richard Mubua, chez Imanea. Dès les premières heures de la matinée, l'aéroport international Léon-Bas de Libreville accueille une opération de collecte de sang destinée à ses employés. Après un contrôle médical comprenant un questionnaire de santé, la prise de paramètres et un entretien avec le médecin, les volontaires sont invités à accomplir ce geste solidaire. Dès que les données arrivent, on va commencer d'abord au niveau de l'accueil pour l'enregistrement. Là, on va prendre la tension artérielle et le poids. Et c'est après cette étape, le donneur va se rendre au niveau de la traité médicale, comme là où nous sommes. À ce niveau-là, le médecin va faire l'échange avec le donneur, vit ses paramètres, et puis le médecin aura tout le temps d'essayer de fouiller dans les antécédents. C'est à l'issue de toutes ces histoires-là que le médecin pourra décider que non, le donneur est apte à faire les dons ou inapte. Vous savez très bien que le sang ne se fabrique pas. Donc c'est lorsque nous donnons notre sang que nous pouvons aider. Et donner une poche de sang, c'est se veut au minimum 3 personnes. Parce que cette poche peut être fractionnée en 3. On peut avoir du globulaire, on peut avoir des plaquettes, on peut avoir du plasma frais.
Du directeur général aux agents de terrain en passant par les techniciens de surface. L'ensemble du personnel se mobilise autour de cette cause humaine. Organisée après une campagne de sensibilisation, cette initiative vise à développer la culture du don de sang au sein de l'entreprise. On ne peut pas vivre dans une société sans participer à l'aider à gérer tous les aspects sociétals. Toutes les entités de la plateforme vont participer, ils ont conformé leur participation. L'initiative est bonne, la participation va aider quelqu'un d'autre. Inscrite dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, l'opération ambitionne de réunir près d'une centaine de donneurs en 2 jours. Une dynamique appelée à s'étendre aux autres entités du groupe qui comptent un peu plus de 2000 agents afin de contribuer durablement au renforcement des réserves nationales de sang. Direction l'intérieur du pays avec la sénatrice Maryse Matsonga Mayila, sénatrice du département de Ndoulour, qui était à la rencontre des siens. L'élu local est allé le week-end écoulé lancer le projet de soutien agricole aux coopératives de la localité. Une initiative qui vise à autonomiser la jeunesse et accompagner le développement local. Je vous remets cet accompagnement. Nous voulons voir des cultures qui vont inonder le marché de Ndoulour. C'est fait, le projet intégré de coopératives agricoles à travers le département de Ndoulour est désormais opérationnel. À l'initiative de la sénatrice du département Maryse Matsonga Mayila et Pouzi Selmou, le projet entend créer des opportunités de développement en encourageant les jeunes à investir dans l'agriculture. Pour cette phase de lancement, ce sont les coopératives des villages Péni et Kanana qui ont bénéficié de financement et de matériel. Si Madame la sénatrice nous a apporté son soutien, mais nous sommes très d'accord, on ne peut pas aussi la décevoir. J'envisage de faire 4 hectares. Avec 4 hectares, la banane, taro, on va essayer aussi avec la tomate. Principal levier de diversification de l'économie et de lutte contre le chômage, l'entrepreneuriat constitue une alternative crédible pour la jeunesse. Maryse Matsonga, à travers cette action, l'a bien compris. J'ai choisi cette action parce qu'elle est très importante pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons besoin que les populations puissent se prendre en charge. Tout le monde n'est pas appelé à aller travailler dans la haute administration. Tout le monde peut gagner sa vie, même en restant sur ses terres. Au-delà des financements, l'initiative se veut structurée. Nous allons accompagner cette coopérative. Nous allons nous rapprocher des eaux et forêts pour trouver comment avoir des barrières électriques. Nous allons voir comment les faire former auprès de certaines ONG qui sont déjà très outillées dans ce sens. Le président l'a bien rappelé qu'il y a des financements qui existent. Nous allons user de tous nos moyens pour pouvoir avoir accès à ces financements. À noter que cette action intervient au moment où le département fait sa mue avec les travaux d'aménagement qui le relient à la province de l'Ogooué-Maritime. Un chantier qui devrait assurément impacter l'activité agricole dans la région. Pendant ce temps, à Mouila, les députés Pacom Idiata et Fabrice Mundende étaient dans leur circonscription politique, livrer leurs comptes rendus parlementaires aux populations, occasion pour les élus locaux de rappeler leur dévouement vers le développement du département. Soulignant leur engagement unanime, les députés ont mis en lumière leurs actions menées depuis le début de leur mandat, insistant sur la nécessité d'une mobilisation collective pour la réussite des projets. Au cours de cette législature, nous avons participé à l'adoption de plusieurs réformes importantes, notamment la loi sur l'archivage électronique au Gabon, la loi encadrant l'utilisation des réseaux sociaux et le nouveau code de la nationalité gabonaise. Depuis le début de notre mandat, nous multiplions les démarches en faveur du développement de notre département. Nos actions portent notamment sur la réhabilitation des axes Mouila, Mimongo, Yeno et Teke, Yeno Bilingui, dont nous souhaitons le prolongement jusqu'à la fin du projet. La rencontre a également été marquée par l'évocation de 2 points cruciaux. Un financement de 400 millions de francs CFA, promis par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, et la récente interdiction gouvernementale
d'exploiter l'or sur le territoire national. Vous savez que les 400 millions, c'était le cadre de la transition, mais il est de notre devoir désormais donc de réunir les enfants de Logoulou, de mettre en place un comité qui va justement tabler sur des projets mieux ficelés et voir comment peut-être débloquer ces 400 millions de francs CFA qui peuvent contribuer au développement du département de Logoulou-Mimongo. Je reste convaincu que le gouvernement travaille et des mesures seront prises pour la lever certainement de cette mesure de telle sorte que les orpailleurs, nos parents, reprennent l'activité, mais peut-être de manière responsable et maîtrisée. Cette session d'information a ainsi renforcé le lien entre les représentants et leurs administrés, réaffirmant la volonté commune d'œuvrer pour un avenir prometteur pour le Goulou. Et la mission nationale d'inventaire des actifs de la Poste SA se poursuit à l'intérieur du pays. Première étape de cette nouvelle phase, la province de Logoué-Lolo, où le directeur général Alfred Ikaka Bobé est allé dresser l'état des infrastructures, mais surtout annoncer les grandes orientations de la relance de l'entreprise publique en lien avec le plan national de croissance et de développement. Genbibo Koko, Aristide Bomo. Reçu par le gouverneur de la province de Logoué-Lolo, Alfred Ikaka Bobé a pris connaissance des attentes des populations. Parmi les principales préoccupations, le retour de services financiers de proximité pour les fonctionnaires, les retraités et les commerçants, ainsi que la redynamisation des activités postales traditionnelles telles que le courrier. Nous souhaitons mettre à disposition des populations les produits postaux inclusifs. Nous allons digitaliser donc le processus logistique de transport du courrier, voir comment est-ce qu'on va s'entendre avec les transports locaux pour essayer de signer des conventions pour permettre à ce que le courrier soit fluidifié et le courrier arrive à terme aux populations. Au cours de cette mission, les équipes ont inspecté les 4 bureaux de poste de la province, Koulamoutou, Pana, Ibunji et Lastorville. Un diagnostic qui permettra le déploiement progressif des nouveaux produits prévus dans le plan de relance. Nous avons eu les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui a instruit donc le ministre de tutelle, qui nous a donc mandaté donc de faire cet état des lieux exhaustif de tous nos actifs immobiliers sur toute l'étendue du territoire. C'est donc le lieu pour nous, dans le cadre de la planification, de déclencher donc un plan d'urgence pour pouvoir booster donc ces deux structures départementales de la Poste. Par cette stratégie, la Poste SA ambitionne de retrouver toute sa place comme service public de proximité en conciliant modernisation des services, inclusion financière et renaissance des produits historiques qui ont longtemps fait sa réputation. Revenons à Libreville et parlons de formation en cosmétique face aux risques liés à certains produits. Une formation de 3 jours a réuni à Libreville des femmes désireuses d'apprendre à fabriquer des savons, des crèmes respectueux de la peau. Une initiative qui allie santé, savoir-faire et entrepreneuriat féminin. Joyce Lorna Wangi, Sering Sendong, chez Imanea. Vous montrer comment je réalise mon savon. Rompre avec ce type de pratique à risque en cosmétique et mieux outiller les femmes dans la fabrication de produits de soins respectueux de la peau, c'est tout l'intérêt de cette formation. Les gens ont l'habitude de faire des produits cosmétiques, mais je pense qu'on ne les éduque pas sur les actifs à utiliser pendant les productions. Les gens pensent que pour être belle, il faut être peut-être clair ou il faut être brune. Donc aujourd'hui, je suis venue éduquer sur ce qui concerne les produits éclaircissants, les produits réparateurs. En fait, ils doivent comprendre en fait ce qu'il faut pour réparer chaque peau. Au-delà de l'apprentissage, cette initiative leur offre également une véritable opportunité d'autonomisation à travers l'entrepreneuriat. J'ai une peau très compliquée, très délicate, qui demande beaucoup d'attention. Je souhaiterais réparer ma peau et aussi aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Je suis là pour prendre part à cette formation parce que la cosmétique, c'est d'abord quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé la cosmétique et peut-être aussi stable financièrement pour étendre aussi mon domaine d'activité. Lorsqu'on est cosméticien, on ne va jamais se dire que voilà, on a fait la formation qu'il faut. Je participe à cette formation, c'est pour approfondir déjà ce que j'ai déjà comme connaissance et
toujours pour mieux prendre soin de la peau de mes clientes. Voilà. Pendant 3 jours, ces participantes actives ou en quête d'une activité génératrice de revenus, toutes passionnées de cosmétiques, ont été formées à la formulation de produits adaptés aux différents types de peau. Elles repartent avec des compétences pratiques et des bases nécessaires pour développer une activité dans le domaine de la cosmétique tout en promouvant des produits plus sûrs et respectueux de la peau. Ouverture de la 2e édition de la Convention des Églises de l'Alliance chrétienne du Gabon sous le thème « Fondement du ministère apostolique et son impact dans le corps de Christ ». L'événement a eu lieu à l'Église Alliance chrétienne du PK8 sous la présidence du pasteur Ferdinand Sangoya. Durant 3 jours, leaders et fidèles se réunissent autour d'enseignements, de prières et de temps d'impact pour revenir au fondement biblique du ministère apostolique. Les questions de recevoir Jésus dans sa vie ou d'avoir reçu, d'avoir fait un jour cette expérience de confession de foi à la suite d'une conviction intérieure selon laquelle, en effet, loin de Dieu, nous étions éperdus. Objectif principal, revenir sur les notions de base telles qu'édictées par les Saintes Écritures. Nos églises sont confrontées à des défis croissants. Nous parlerons de l'implantation d'églises par saturation, US. Nous parlerons de la pratique du leadership et du management. Nous allons parler de l'acquisition et de l'enforcement des compétences. Nous allons parler de la création de richesses pour une église indépendante et prospère. Et nous disons que derrière chaque difficulté de croissance se cache une souffrance humaine. Le social ici est mis en œuvre parce que nous avons un développement holistique à faire valoir. Venus des 4 coins du pays, les participants plancheront sur plusieurs axes de réflexion, notamment la vision et l'appel apostolique, ainsi que la formation des leaders pour l'impact global, partant de la parole inscrite dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et le nom du nouveau sélectionneur national des Panthères du Gabon sera probablement connu d'ici demain, d'après nos reporters, à une dizaine de semaines du démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Charles Goulard. Chose promise, chose due. La Fédération gabonaise de football, en prenant toutes ses responsabilités, avait annoncé solennellement la nomination du nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon pour la mi-juillet 2026. Une priorité pour Pierre-Alain Mungengi, qui a managé minutieusement ce dossier avec toutes ses équipes. Quand nous avons souhaité que le sélectionneur soit recruté en février. Pourquoi c'était urgent à cette période-là? Parce qu'effectivement, le championnat national du Gabon démarrait à la même période. Il y a 1 an en arrière, nous avions comme sélectionneur Thierry Mouyoma et le championnat s'est joué du début jusqu'à la fin et ça a permis à Mouyoma de sillonner les stades et d'enrôler dans l'équipe nationale des joueurs évoluant au Gabon. C'est ce que nous avons voulu répéter cette fois pour que, en février, au démarrage du championnat, on ait un sélectionneur national qui puisse suivre le championnat du Gabon pour enrôler des joueurs du locaux. Et en même temps suivre le championnat qui s'est joué en Europe. Malheureusement, nous sommes à la fin de la saison. Un véritable soulagement pour toute une nation. Je ne veux pas dévoiler le nom de l'entraîneur ici, mais soyez-en rassurés que le 15 juillet, nous aurons un moment du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Le nom du nouveau sélectionneur national des Panthères du Gabon sera publié dans les canaux officiels de la FEGAFOOT et par voie de presse ce mercredi 15 juillet 2026. 5 médailles d'or, 4 en argent, 6 de bronze dans cette 16e édition du championnat région centre de karaté pour les Panthères du Gabon qui ont présenté 14 athlètes en kumite et kata au dojo national de Burundi. Georges Alexibana. 2 athlètes prometteuses chez les dames ont élevé leur niveau dans la région centre pour offrir en kumite le précieux métal d'or pour le Gabon. Devant le Cameroun, le Burundi, la République démocratique du Congo arrivés en retard dans la compétition. Le match était serré, mais bon, j'ai su remonter le score.
ma stratégie c'était d'attaquer. Au début, je stressais, c'était pas facile, mais dès que j'ai vu que la cadette a eu la médaille d'or, ça m'a donné l'envie, moi aussi, de représenter le pays et d'emmener la médaille d'or. Chez les hommes, le capitaine Courage Obissa trace le sillon à ses camarades pour marquer la présence du Gabon dans cette 16e édition du championnat Zone Centre. Suivi de son compère, Ongonja Nicolas, teigneux et déterminé dans son combat. Les éliminatoires ont été très compliqués, donc il a fallu avoir un mental de fer pour pouvoir rattraper le score et dépasser mon adversaire jusqu'à ce que j'arrive en finale d'or. Pour moi, je suis venu un peu avec des complications, mais au fil du temps, j'ai renforcé les liens avec mon équipe. Le jeune Tracy Bipakila se couvre également d'or dans un combat très serré, âprement disputé. Pendant ce temps, Daryl Villenette fait d'une pierre deux coups, médaille d'argent, comité, médaille de bronze, Qatar. Une moisson appréciée par le coach dans la stratégie mise en place. Le niveau est élevé, vu le nombre de pays. Et honnêtement, c'est le montant que je mettais au niveau des médailles d'or, atteindre 5 ou 6. Parce qu'on a quand même duré l'année passée en fait des compétitions internationales. Avec cette compétition-là, j'ai essayé de juger au niveau de mes enfants. Rendez-vous est pris pour les championnats d'Afrique d'Alger en septembre 2026. Mieux, les 17 et 18 éditions des championnats d'Afrique de karaté, région centre, en Guinée équatoriale et au Gabon. La chasse au ballon d'or est notre billet du jour avec Eric Ziengui Badinga. Pendant que le monde entier s'extasie devant la Coupe du Monde, une autre compétition se joue dans l'ombre avec des règles tellement géniales qu'on se demande pourquoi personne n'y a pensé plus tôt. Il s'agit du football mixte, un football parallèle avec des règles surréalistes qui retournent les logiques du football traditionnel. On retrouve dans les gradins Eric Ziengui Badinga, Rodolphe et Yelonvé pour le biais de la rédaction. Imaginez un terrain où hommes et femmes jouent ensemble. Jusque-là, tout va bien. C'est beau, c'est progressiste, c'est inclusif. On se tient tous par la main. Mais attention, bisbille, il est interdit aux gardiens de but d'être détentrices d'un ballon d'or. Comprenez, si vous êtes gardienne et que vous avez déjà reçu un ballon d'or, vous êtes disqualifié. Problème, le ballon d'or, ici, c'est pas un trophée qu'on gagne, c'est un but qu'on encaisse. La VAR veille. Et la VAR, la vraie, celle qui sort les crochets, elle ne dort jamais. Le scénario est le suivant. Un but est marqué, la gardienne encaisse. Aussitôt, l'arbitre consulte la VAR et il expulse la gardienne. Pendant ce temps, le buteur, lui, il est là, tout penaud à regarder ce bottine. Il ne revendique rien, ne célèbre pas le but. Il ne veut pas être meilleur buteur. Il préfère l'anonymat. Sur le banc, les entraîneurs et tout l'encadrement technique sirotent leur thé tranquille. Pas inquiété pour un sou. Ils se la coulent douce. Après tout, ce n'est pas eux qui ont encaissé le but. La gardienne assume seule. Elle est seule au monde. Son but encaissé, c'est son fardeau, son ballon d'or empoisonné, son trophée en chocolat qui fond sur la pelouse. Le reste de l'équipe enlève le corps, comme on dit à Gabaou. Traduction, on se lave les mains. Dans ce football mix, l'approche genre est un concept philosophique très abstrait. En clair, il vaut mieux être footballeur que footballeuse. Le ballon d'or est octroyé à la gardienne au moins de buts encaissés. La VAR du ballon d'or ne pardonne pas. Elle ne connaît ni le contexte, ni la fatigue, ni la défense qui a laissé passer l'attaquant comme du beurre. La gardienne assume seule, le buteur se cache. Il préfère être un buteur anonyme qu'un coupable. Les buteurs sont protégés, les entraîneurs sont tranquilles, les gardiennes sont punis. Celui qui marque reste anonyme, sans gloire, sans risque. Le ballon d'or, au lieu d'être la plus haute distinction individuelle, devient ici une marque d'infamie. C'est sur cette rubrique du journal que nous refermons cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après moi, votre journal en langue locale. Et moi, Marina Boissa, je vous dis à demain après le match Argentine-Angleterre. Au revoir.
Batar Bandano Ombolani. Bimban Messi Emo.